Bonjour à tous et bienvenue dans ce live sur comment utiliser une stratégie d'emailing pour booster votre activité. Je m'appelle Nicolas, je serai votre coach pour aujourd'hui. Je suis accompagné de Pierre-Olivier qui sera donc à la modération aux commentaires. Donc si vous avez des questions à un moment donné, n'hésitez pas à les poser et soit Pierre-Olivier vous répondra, soit moi-même en temps adéquat, on va dire. Donc voilà. Donc aujourd'hui, comment utiliser une stratégie d'emailing pour booster votre activité. Pierre-Olivier, tout va bien, je vois hello, donc c'est bon, super, c'est une bonne nouvelle déjà si tout le monde entend bien. Donc dans un premier temps, avant de commencer, on va vous présenter un petit peu, on va faire un rappel sur, bonjour Nat, sur le programme Google Atelier Numérique. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, le programme Google Atelier Numérique, c'est un programme de formation qui existe maintenant depuis 10 ans, qui vise à réduire la fracture numérique en France. Donc, ça se traduit par des formations collectives, donc un petit peu partout en France, en distanciel, aussi en présentiel auprès de partenaires. Il y a des sessions interactives comme aujourd'hui, donc sur notre chaîne YouTube, où vous allez pouvoir retrouver quelques replays, des tutos aussi sur certaines thématiques. Donc n'hésitez pas à parcourir notre chaîne Google Atelier Numérique et pour que ce soit le plus interactif possible, à poser les questions si vous en avez. On a mis aussi en place une hotline. Donc une hotline, c'est un numéro de téléphone, donc le 01 76 21 52 00. Vous pouvez nous appeler du lundi au vendredi de 9h au 13h. Donc là, soit vous avez une problématique et on essaie de la régler assez rapidement, soit vous avez besoin ou la volonté d'être accompagné par un coach comme moi, comme Pierre-Olivier ou d'autres personnes de l'équipe sur des thématiques particulières. Donc par exemple, ça peut être l'emailing si vous voulez aller un petit peu plus loin. Si vous mettez en place votre stratégie d'emailing et que vous avez des questions, vous voulez vérifier des choses, vous allez pouvoir prendre un rendez-vous pour un coaching. Sur d'autres sujets aussi, référencement site internet, cybersécurité, réseaux sociaux, d'autres choses. On peut aussi vous accompagner sur ces sujets-là. Il y a aussi des certifications MOOC, donc là c'est sur les principes fondamentaux du marketing numérique. Donc soit ça peut vous permettre de monter en compétences sur le marketing numérique, soit aussi voir un petit peu valider les acquis et faire un récapitulatif de là où vous en êtes à ce niveau-là. Tout ça, évidemment, donc c'est sans frais. Donc, n'hésitez pas, voilà, à aller nous appeler, à aller profiter des lives YouTube, d'aller vous rapprocher de CCI, de France Travail pour voir un petit peu les formations collectives qu'on peut proposer. Vous avez aussi les Google Career Certificates. Donc, les Google Career Certificates, c'est un programme de formation qui est mis en place par Google sur 5 métiers qui sont en tension aujourd'hui. Donc, sur le support informatique, design de l'expérience utilisateur, management de projet, analyse de données et cybersécurité. Donc là, l'idée, c'est que vous appreniez un nouveau métier, donc sans avoir forcément d'expérience préalable sur ces sujets-là. On va vous former pour avoir un niveau junior 3 à 6 mois. Donc ça se passe sur la plateforme Coursera, où normalement c'est 59 € par mois. Si vous passez par ce lien-là ou ce QR code-là, vous allez pouvoir y bénéficier gratuitement. Donc voilà, que ce soit pour vous, des proches, des collaborateurs, ça peut être important, intéressant en tout cas de retenir un petit peu les Google Career Certificates. C'est un programme qui est certifié et qui est reconnu par un consortium d'entreprises que vous pouvez retrouver sur Coursera, il me semble, pour avoir un petit peu plus de détails. Merci Pierre-Olivier pour donner toutes ces informations. Donc c'est super. Voilà, un petit peu c'est ça. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à aussi prendre des captures d'écran si vous voulez de slides qui vous paraissent incontournables pour vous. Et donc on va un petit peu rentrer dans le vif du sujet et donc on va parler emailing avec pour but de comprendre ce qu'est l'emailing et ses avantages, créer et définir sa stratégie d'emailing et comment maîtriser les bonnes pratiques pour envoyer un emailing efficace, puisque l'idée c'est quand même que ça serve dans votre stratégie marketing globale. Donc qu'est-ce que l'emailing? L'emailing, c'est tout simplement une démarche de marketing direct qui consiste à envoyer du courrier électronique à plusieurs destinataires d'une base de données en même temps et de manière ciblée. Donc dans cette définition, on parle de base de données, donc on va pas mal à chaque fois citer ce qu'est une base de données. Donc c'est l'ensemble en fait des
des informations que vous avez sur un prospect, sur un client, que ce soit l'email, le téléphone, le nom, le prénom, toutes les informations par rapport à des commandes passées, ou des choses comme ça. Tout ce qui va en fait définir vraiment votre base de prospects ou votre base de clients. On va parler, quand on parle de base de données, on va parler de cette notion-là. Courrier électronique, donc ça c'est un peu plus grand public, on va dire, sur ce que c'est. Et donc plusieurs destinataires, donc voilà, c'est type email, type newsletter, type email promotionnel, où donc on va envoyer un petit peu le même email avec quelques différences personnalisées à plusieurs personnes au même moment. On va parler de deux types d'emailing aujourd'hui. On va parler donc emailing classique et l'email automation. Donc l'emailing classique, c'est vraiment, comme je vous disais, un envoi un petit peu ponctuel, donc promotionnel, invitation à un événement aussi, par exemple. On va essayer de vous donner des idées aussi potentiellement d'emailing que vous allez pouvoir envoyer. Et on va vous parler aussi d'email automation. Donc là, ça va être vraiment du séquençage. Donc en partant d'un point A, on va envoyer une séquence d'emails pour pouvoir arriver à soit délivrer le message voulu ou arriver à une conversion, donc à une transaction au final. C'est aussi ce qu'on appelle les emails transactionnels. Vous allez voir un petit peu plus tard aussi sur votre colis est en route, vous avez reçu votre colis, vous n'êtes pas chez vous, des choses comme ça. Donc, quelques chiffres sur l'emailing. Aujourd'hui, c'est un des canaux d'acquisition et de fidélisation les plus importants qui existent encore. 81% des PME considèrent l'emailing comme leur premier canal d'acquisition. C'est vrai que moi, dans mon expérience, que ce soit de campagne d'emailing que je peux mettre en place, ou même des discussions avec d'autres professionnels, je sais qu'aujourd'hui, dans tout ce qui va être e-commerce, par exemple, c'est vraiment leur canal principal. 8 sur 10 pour 8 marketeurs B2B, donc business to business, sur 10 affirment que l'email marketing est le canal de communication le plus performant, puisque peut-être moins envahissant que de l'appel froid ou des choses comme ça. Donc ça, c'est intéressant. Et 44 €, c'est donc le retour sur investissement. 1 € dépensé égale environ 44 € sur de l'emailing. Et ça, c'est plutôt un retour sur investissement qui est très performant, puisque par exemple, en moyenne, il me semble, sur Google Ads ou des choses comme ça, on est sur 200% assez facilement. Donc 2 €, 1 € égale 2 €. Donc là, on voit que l'emailing, c'est à la fois quelque chose qui coûte peu cher et qui est assez efficace, et donc potentiellement qui peut rapporter un chiffre d'affaires conséquent sur votre projet, sur votre entreprise. Donc les avantages principaux de l'emailing, comme je viens de vous le dire, donc facile à créer, puisqu'on n'a pas forcément aujourd'hui besoin d'avoir de compétences en développement ou des choses comme ça. Il y a des logiciels, des sites qu'on vous présentera un petit peu plus tard, mais qui permettent de faire facilement des choses qui sont assez esthétiques et optimisées. Peu coûteux, ça aussi on verra, voilà, que l'emailing, c'est pas ce qui coûte le plus cher, et en plus donc vous avez un très bon retour sur investissement. C'est assez simple à automatiser, c'est non intrusif si vous respectez le RGPD, donc le règlement européen des protections de la donnée. Donc ça, on va voir un petit peu aussi comment essayer de rester dans les clous, puisque pour rappel, il peut y avoir des sanctions, et surtout vous allez vous tromper sur votre cible et potentiellement perdre du temps, perdre de l'argent aussi. Donc le respect du RGPD dans l'emailing est doublement important d'un point de vue légal et aussi d'un point de vue performance de vos campagnes. Voilà, ça permet aussi de mettre en valeur votre image de marque, de fidéliser, de personnaliser aussi. On ne parle pas à son client, à son prospect de la même manière par email que sur une publicité en ligne ou des choses comme ça. On va pouvoir vraiment la personnaliser, et surtout aussi on va pouvoir le mesurer assez facilement afin de l'optimiser s'il y a des modifications à faire, et donc tout ça dans le but de stimuler les ventes. Donc l'emailing simple, donc je vous disais, c'était en comparaison par rapport à l'email d'automation. Donc l'emailing simple, ça peut être un email de prospection. Donc ça, c'est plutôt sur tout ce qui va être B2B, donc business to business. Donc acquérir de nouveaux clients, par exemple, vous récupérez une base de données
de façon RGPD compatible, on va dire. Donc, soit vous avez scrappé, soit vous avez acquéri des emails via des formulaires ou des choses comme ça, et vous allez donc délivrer un message là, et au lieu de le faire de façon individuelle, vous allez pouvoir donc envoyer un message groupé. Donc là, vous allez pouvoir trier si vous avez donc des informations sur votre donnée, selon les profils en tout cas des prospects, selon les opportunités, et délivrer votre message. Donc voilà, faible coût, très bon retour sur investissement, moins intrusif que la prospection téléphonique, c'est ce que je vous disais, et donc vous allez pouvoir voir aussi qui a ouvert votre email, donc qui potentiellement vous allez pouvoir relancer, qui l'a ouvert mais n'a pas cliqué, donc essayez de comprendre pourquoi. Donc vraiment, vous allez pouvoir avoir une analyse qui est assez poussée dans votre prospection et essayer de comprendre pour l'optimiser le plus possible. Vous avez aussi, par exemple, un email d'invitation où vous créez un événement. Donc, je sais pas, une inauguration, une exposition, un concert, tout ce que vous souhaitez, un webinar. Donc, le but, c'est quand même d'avoir des personnes qui se rendent à votre événement. Et donc, l'idée, voilà, c'est de pouvoir communiquer aussi via votre emailing. Donc là, c'est des prospects, plutôt, c'est des personnes qui sont déjà, ou des clients, qui sont déjà dans votre base de données. Et donc, voilà, entre 1 et 2 mois avant l'événement, vous allez pouvoir mettre un premier email en place. Donc, bonjour, nous vous invitons. Ensuite, après, vous allez pouvoir éventuellement agir à mois moins 1, pardon, semaine moins 1, J-1, ça sera un petit peu à la fréquence que vous voulez. Donc, ça favorise la présence le jour J. Ça montre aussi un petit côté, aussi premium potentiellement. On vous invite, on vous donne l'exclusivité dans un premier temps. Donc ça permet aussi vraiment en termes de fidélisation, en termes d'intérêt auprès de vos prospects, de vos clients, d'être pertinent et potentiellement de gagner en présence et par ricochet en chiffre d'affaires. La newsletter. Donc la newsletter, c'est un petit peu ce qui est le plus connu. Donc la newsletter, c'est une infolettre, c'est quelque chose qui, de façon régulière, donc hebdomadaire, mensuelle, ça c'est quelque chose qu'il va falloir que vous définissiez au fur et à mesure, puisqu'il y a potentiellement, selon vos personas, selon vos cibles, que vous avez définies pour votre projet, pour votre entreprise, il y a des personnes qui vont aimer être sollicité de façon fréquente, donc potentiellement hebdomadaire, et d'autres pas forcément, donc de façon mensuelle, bimensuelle ou des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment votre base de données pure, vos prospects, vos clients, vos abonnés, et l'objectif, c'est de les informer. Donc, par exemple, si vous faites tous les mois une newsletter, ce sera les nouveautés de votre entreprise, s'il y a des événements particuliers, des promotions. Donc voilà, c'est un petit peu ça le newsletter. C'est comme on voit avec le slip français, les soldes, on voit aussi que c'est bien imagé, que c'est aussi ancré dans le temps. Donc, par exemple, on sait que là, a priori, avec le grand jeu du Tour de France, qu'on est quand même sur une newsletter plutôt l'été, puisque ça correspond, c'est ancré dans son temps. Donc c'est tout ce que va vous permettre de faire la newsletter, d'essayer d'être vraiment, de répondre à l'actualité du moment et d'informer en même temps les personnes sur vos nouveautés, sur votre actualité. En termes de fidélisation, c'est vraiment un outil qui est hyper important. Et voilà, n'oubliez pas toujours, il y a le risque d'avoir du désabonnement, aussi d'avoir du spam. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir qui sera à surveiller pour pouvoir vraiment optimiser après tous vos types d'emails. L'email promotionnel. Donc l'email promotionnel, ça va être très ponctuel. Donc là, l'idée, c'est soit de booster les ventes, de pousser à la première action pour un prospect, ou éventuellement de faire répéter un achat à un client qui est déjà existant. Donc voilà, c'est ciblage précis sur certains types de clients prospects. Quelqu'un, vous savez, dans votre base de données, qu'il n'a jamais acheté chez vous, alors qu'il est présent en termes de prospect, potentiellement, vous allez pouvoir lui dire « Ah, pour votre premier achat, nous vous offrons un code promo de moins 10%. » C'est l'anniversaire d'une personne. « Ah, c'est votre anniversaire, nous vous offrons moins 10%. » Vous avez commandé 10 fois, nous vous offrons un code promo. Par exemple, ça peut être ça. Ou alors, aussi, avec le calendrier de l'année, le marronnier, le calendrier éditorial, on va dire, que vous avez défini, il y a forcément, peut-être, vous faites Black Friday, vous faites les soldes ou des choses comme ça. Aussi, vous allez pouvoir communiquer sur ces ventes exceptionnelles, sur ces soldes.
Donc là, clairement, avec les codes promo, en général, il y a une durée de validité. On voit bien, c'est bien dans l'emailing. Voilà, comme partout, le but, c'est plus on est transparent, plus on est honnête aussi avec votre cible, plus ce sera facile. Donc on sait que là, cette offre, elle est valable jusqu'au 20 juillet. Donc je ne sais pas quand est-ce que ça va être envoyé, mais vous savez que vous pouvez potentiellement avoir un boost de vente sur une période donnée. Donc ça va stimuler l'achat immédiat. Donc ça va être aussi intéressant si vous voulez voilà, vous faire des opérations un petit peu coup de tonnerre aussi, ça peut être intéressant d'envoyer des emails promotionnels. Donc ça, c'était pour l'email donc classique. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. J'ai un petit délai potentiellement pour voir les commentaires. Donc soit Pierre-Olivier les verra avant moi et pourra vous répondre, soit je vous y répondrai. Donc n'hésitez pas sur l'emailing classique à revoir certaines des slides. Si vous voulez les prendre en photo, dites-le moi. Je reviendrai dessus. Donc là, on va parler de marketing automation. Donc là, ça va être un petit peu plus, on va dire, farfelu peut-être, parce qu'il y a des stratégies, des séquençages à faire. Donc là, si vous avez pareil des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc l'email transactionnel. L'email transactionnel, c'est quelque chose qui est aujourd'hui incontournable. Donc ça va être vraiment, vous vous inscrivez à une newsletter, vous recevez une confirmation, vous envoyez une commande, est-ce que votre commande est prise en charge, ça y est, elle est donnée à l'organisme de livraison. Tous ces éléments-là sont des messages transactionnels. Ça peut être des emails, ça peut être des SMS aussi. On va principalement se concentrer sur l'email. Donc l'objectif, voilà, partager des informations importantes sur les commandes et paiements. Donc, en général, c'est vos clients ou vos nouveaux clients, si c'est par une création de compte. Donc à l'ouverture du compte, message de bienvenue dans votre espace de compte, profitez de tous les avantages, à la commande, à l'expédition, à la livraison, c'est ce que je vous expliquais. Il y a un des avantages aussi, c'est un excellent taux d'ouverture et un taux de délivrabilité, puisque les personnes attendent ces emails. Donc, ils vont les voir, ils vont les ouvrir, et ça va pouvoir aussi optimiser voilà, le score de vos emailing, et c'est quelque chose qui est important. Ça favorise l'upsell et le cross-sell aussi, et améliore l'expérience vécue par vos clients, parce que vous personnalisez votre email, parce que vous les tenez au courant. Donc, en même temps, ça fait un élément de réassurance qui est assez important auprès de vos clients. Donc, en termes de l'email transactionnel, voilà, c'est aujourd'hui assez incontournable à mettre en place. Et ça, vous pouvez, on verra les outils, Mailchimp, Brevo, Mailjet ou des choses comme ça, c'est assez facilement, la mise en place est assez facile. L'email fidélisation. On est un petit peu sur voilà, un des fondamentaux, on va dire, de l'emailing. Donc la fidélisation, hein, je vous rappelle, dans votre tunnel de conversion, vous faites une découverte, une considération, une conversion, et ensuite on va garder le client. C'est quand même plus facile, ça coûte moins cher de fidéliser ou de faire qu'un client recommande que de convertir un nouveau prospect. Donc c'est aussi important de fidéliser, et donc l'email c'est un bon moyen de le faire, puisque ça permet aussi de booster les ventes, potentiellement aussi de profiter d'en faire un ambassadeur, un prescripteur aussi, si vous par exemple faites des codes de parrainage, si vous faites des jeux concours, des choses comme ça, potentiellement votre client peut devenir aussi un prescripteur. La fréquence d'envoi sur l'email de fidélisation, ça peut être voilà, quelques jours après une commande, ça peut être après X commandes ou un certain montant dépensé. Ça, c'est à vous de le définir. Il n'y a aucune obligation, c'est à vous de faire ça de manière générale, donc c'est à vous de définir à quel moment j'envoie un email de fidélisation. Donc, c'est un petit peu l'email promotionnel, par exemple aussi. Un joyeux anniversaire, je vous en parlais. Mais ça, c'est clairement, on pense à vous, on vous personnalise, on personnalise notre message et on tient à vous. Donc, on vous offre un petit cadeau. On fait partie de vos amis, on fait partie de votre cercle. Donc ça, c'est un petit peu l'idée de la fidélisation. Voilà, vos meilleurs clients deviennent les ambassadeurs de votre marque. On récompense aussi vos clients fidèles. Donc ça, c'est assez important. Et en même temps, aussi, on travaille sur votre identité de marque, sur la perception que les personnes vont avoir de votre marque. Si vous êtes quelqu'un voilà, qui s'investit auprès des gens, ça va se savoir au bout d'un moment. Les personnes vont aussi plus facilement, si ça se sait, par exemple, que l'Occitane fait
fait des emails d'anniversaire, fait des codes promo, vous communique avec des beaux visuels. Ça peut se savoir et ça peut faciliter aussi l'obtention d'une base de données conséquente. L'email de relance. L'email de relance, c'est quelque chose aussi qui est essentiel aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est l'email de relance? C'est par exemple, vous mettez au panier, donc vous sélectionnez un produit que vous souhaiteriez acheter. Vous n'êtes pas encore sûr parce que potentiellement, vous attendez une promotion, vous comparez ailleurs ou des choses comme ça, et vous l'abandonnez un petit peu. Mais vous êtes connecté, donc on sait que vous avez votre panier qui est en cours, donc on va vous envoyer un email. Vous avez un achat qui est dans votre panier, est-ce que vous voulez passer à l'achat? Donc ça va être un petit peu l'idée de l'email de relance, c'est vous n'avez pas fini une action, et vous le rappelez pour essayer de vous pousser un petit peu à l'achat. Donc voilà, relancer les clients inactifs, éviter les désabonnements aussi. Par exemple aussi, il y a des emails de relance. Moi, je sais que j'ai déjà reçu des emails pour mes newsletters. Nous remarquons que vous ne les ouvrez jamais. Est-ce que c'est parce que ça ne vous intéresse plus? Est-ce que votre adresse existe toujours? Est-ce que vous l'utilisez? Et ça permet aussi en même temps de nettoyer un petit peu la base de données pour pouvoir envoyer des emails aussi à des personnes les plus cohérentes, en tout cas les plus investies avec votre projet. Donc, améliore la rétention de vos clients, favorise le réachat, augmente vos conversions. On va voir un petit peu comment augmenter vos conversions avec justement ces emails de relance, où c'est juste en général, on va voir dans des séquençages, un premier email juste, vous n'avez pas fini votre panier, et potentiellement après des codes promo ou des codes de réduction de manière générale. Voilà, par exemple, donc l'exemple de scénario automatisé en B2C, donc business to consumer, pardon. Donc le scénario, c'est abandon de panier. Donc cette personne met dans son panier un article. Au bout de 5 heures, est-ce que ça a été confirmé? Donc si le panier a été confirmé, l'achat a été effectué. Bonjour dans le dos. Donc il n'y a plus besoin, la conversion a été faite, donc du coup il n'y a pas besoin d'envoyer d'emailing. Au bout de 5 heures, le panier n'est toujours pas validé, donc on va envoyer une première relance. Ensuite, 2 jours après, par exemple, est-ce que cet email de relance a fonctionné? Est-ce que la personne a fait cette transaction, a finalisé son panier? Oui, très bien. Non, on va pouvoir envoyer un deuxième email de relance. Et c'est là où, par exemple, je sais qu'il y a des stratégies où le deuxième email de relance, c'est moins 10% ou 5 € offerts ou pas, des fois. Puisque après, ça peut être qui tout double. Je sais qu'il y a des entreprises, même des grandes entreprises, qui avant avaient cette stratégie-là, et donc ça se savait. Donc on attendait le deuxième email de relance pour pouvoir profiter d'une réduction. Donc c'est un petit peu qui tout double. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Donc voilà, à chaque fois, c'est ok, il y a un événement qui nous plaît pas puisque ça ne nous rapporte pas de chiffre d'affaires. On va le rappeler. On va pas non plus le harceler. Au bout de 2 fois, je pense qu'au bout de 2 relances, vous n'allez pas vous amuser à faire 3, 4, 5. Si au bout de 2 relances, le panier il est à tout abandonné, c'est que l'achat ne se fera pas. Il ne faut pas non plus aussi harceler, puisque ça va pouvoir potentiellement au bout d'un moment vous serez en spam, ou vous avez un taux d'ouverture qui serait faible. Donc voilà, c'est un petit peu trouver un juste milieu aussi. Donc potentiellement vous pouvez tester. Il y en a qui font aussi un seul email. Donc peut-être que voilà, c'est à vous de tester aussi toujours vos stratégies pour arriver à vos fins. Donc voilà, scénario abandon de panier, relancer les personnes ayant abandonné le processus de paiement. Par exemple, la inscription à la newsletter, donc en B2B, business to business. Donc l'idée, c'est quelqu'un s'inscrit à votre newsletter, donc à votre infolettre, donc à vos nouveautés. Vous, une fois que là, vous recevez, que vous avez l'information comme quoi quelqu'un s'est inscrit, donc quelqu'un a donné son adresse email, vous envoyez un email de confirmation d'inscription. On va voir un petit peu plus tard pourquoi est-ce qu'aujourd'hui une confirmation d'inscription est importante. C'est, on va dire, la double authentification, je crois que c'est juste après. Le double opt-in, pardon. Donc ça va favoriser vraiment le consentement du souscripteur, en tout cas de la newsletter. Donc après 3 heures d'envoi de cet email de confirmation,
Si la personne n'a pas validé son email, pas validé son compte, vous pouvez envoyer une relance. S'il a fait, justement, vous pouvez envoyer un email de bienvenue dans la newsletter. Voilà, ça sera tous les mois qu'on va vous envoyer, des actualités de notre entreprise, par exemple. Et si cette personne l'a ouvert, là on ne parle pas forcément de réponse ou d'action, juste d'ouverture, on a pris conscience. Si ça a été ouvert, vous pouvez lui dire aussi, personnaliser sa newsletter en disant, vous avez aussi l'occasion de choisir ce que vous voulez recevoir. Est-ce que vous voulez recevoir nos informations, nos actualités? Est-ce que vous voulez recevoir aussi nos emails promotionnels ou des choses comme ça? Personnaliser en tout cas l'expérience. Plus vous personnalisez l'expérience, plus vous allez avoir donc des taux d'ouverture qui sont logiquement plus élevés, puisque les personnes seront plus investies et sauront qu'est-ce qu'ils reçoivent et vont savoir que ça les intéresse. Donc le taux d'ouverture, vous voyez, moyen d'un email de bienvenue de 57%. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Il me semble de tête que dans les campagnes d'emailing de manière générale, on est plutôt sur du 18% de taux d'ouverture. Donc 57%, on est quelque chose qui est quand même très important. Donc c'est là où vous allez pouvoir aussi faire passer des messages qui sont importants. Donc le taux d'ouverture pour les emails suivants, tout va un petit peu se répercuter au fur et à mesure. Maintenant, on va voir comment définir sa stratégie d'emailing, puisque ça va être. Donc là, on a un petit peu donc commencé ce sujet-là en parlant de séquençage, mais comment est-ce qu'on va aussi la définir? C'est ça qui va être important. On va faire un objectif par email. On ne va pas faire de B2C to B. On fait un email B2B, donc business to business, donc plutôt commercial, ou un email B2C, donc à but donc plutôt de démarchage de clients, enfin de pousser à la conversion. Donc en B2B, l'objectif est de construire une relation plutôt que de vendre rapidement un produit, donc avec une prise de contact, une présentation, avec aussi du suivi, toutes ces choses qui vont pouvoir créer en fait un premier contact et éventuellement après, si vous avez des commerciaux, qui après transforment l'essai, pour faire une analogie sportive. Pourquoi ça? Parce qu'en B2B, effectivement, le cycle d'achat est plus long en général, surtout si vous êtes sur des services ou des produits qui sont onéreux. Donc voilà, plus vous avez d'emailing qui sont aussi on va dire fournis, plus vous faites de la réassurance et donc vous allez pouvoir potentiellement soit réduire la durée du cycle d'achat, soit aussi augmenter votre taux de conversion. En général, le B2B, ça dépend vraiment. Donc là, alors, sur la stratégie, pour moi, votre stratégie mailing ne doit pas être incohérente avec votre stratégie marketing globale. Donc, par exemple, si le ton du message de vos communications B2B sur vos autres canaux d'acquisition est formel, vous allez garder à peu près le même ton formel sur votre emailing B2B. Ça, c'est plutôt logique. En B2C, votre objectif, donc ça va être de déclencher l'achat émotionnel. L'idée, ça va être vraiment d'écourter le cycle d'achat aussi. Quelqu'un qui a déjà acheté chez vous, vous savez que potentiellement il est intéressé, et donc le déclenchement de la conversion peut être plus rapide aussi. Donc là, vous allez pouvoir faire du contenu qui va les inspirer, qui va leur donner envie, donc avec des images, avec des boutons qui vont être bien visibles. Le ton du message va varier. Donc, par exemple, comment est-ce que vous allez pouvoir faire varier votre ton du message? Soit déjà, comme je vous disais, votre stratégie, elle a un ton qui est déjà défini. Ensuite, vous allez peut-être parler différemment à un prospect qui s'est juste inscrit à votre newsletter qu'à quelqu'un qui a fait 10 achats chez vous. Donc, potentiellement, voilà, vous allez aussi adapter votre ton au degré un petit peu, au lien qui est créé entre le client, le prospect et vous. Donc ça va être aussi dans votre stratégie. Quel ton vous allez utiliser selon les messages, selon vos cibles. L'aspect graphique est très important. On va voir un petit peu après comment s'organise un email. Mais voilà, si on fait un email, on va dire basique, comme on peut se faire entre nous, sans image, juste avec du texte, c'est quelque chose qui aujourd'hui ne va pas forcément être très performant. Donc on va voir aussi comment on va pouvoir mettre ça en place rapidement.
Donc, les objectifs de l'emailing. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec vos campagnes d'emailing? Donc, comme on a dit, convertir des prospects en clients, donc en promouvant vos services, vos produits, donc avec un objectif vente. Fidéliser des clients existants. Je vous l'ai dit aussi, c'est plus facile aujourd'hui de fidéliser un client, enfin, moins onéreux de fidéliser un client existant que d'en convertir un. Donc, si on l'a, autant bien le traiter, on va dire, avec des beaux emails. Et donc là, on va pouvoir lui envoyer donc l'offre promotionnelle, des rappels, du contenu à forte valeur ajoutée. Voilà, de lui montrer un petit peu un côté premium, en tout cas, potentiellement, et de valoriser le fait qu'il soit client chez vous. Et ça vous doit apporter quelques avantages. Vous allez pouvoir récolter du feedback et des informations sur le client. Aujourd'hui, que ça soit sur votre stratégie en elle-même, que ça soit sur, par exemple, votre site internet, sur la qualité de vos produits, il est très important d'avoir des avis pour pouvoir essayer d'augmenter sa performance. Donc, par exemple, je ne sais pas, vous mettez en place un quiz qui va... un questionnaire, qui va donc voir un petit peu la qualité de vos services. Vous allez avoir donc des feedbacks, des retours clients que vous allez pouvoir prendre en compte afin d'améliorer de manière générale votre performance, tout simplement. Ensuite, informer, communiquer, inspirer. Donc là, ça va être potentiellement la newsletter. Donc c'est plutôt... on est sur à la fois de la conversion, de la fidélisation. Donc c'est principalement de la newsletter. Et donc là, vous informez les clients, les prospects sur votre actualité. Voilà, c'est du contenu qui est à jour, qui a forte valeur ajoutée, qui est en général inscrit dans son temps aussi, qui est du contenu, on va dire, chaud. Donc vraiment, voilà. Si vous faites quelque chose, un email en avril, il faut que ça soit un petit peu cohérent aussi potentiellement avec vos actualités ou l'actualité du moment qui correspond à votre calendrier éditorial. Définir votre cible, donc ça dans votre projet, normalement, vous avez donc déjà défini votre persona, donc votre représentation semi-fictive de votre client idéal. Et ensuite, vous avez votre cible. La cible, qu'est-ce que c'est? C'est une segmentation, en fait, de ces personnes-là. Donc, par exemple, voilà, vous allez faire des emails qui sont uniquement dédiés à vos prospects, donc à des personnes qui n'ont pas fait de conversion, qui n'ont pas fait de transaction, qui ne vous ont pas rapporté de chiffre d'affaires. Ensuite, après, vous allez pouvoir, par exemple, juste vos nouveaux clients. Ensuite, vos clients fidèles et ambassadeurs, vos partenaires, collaborateurs, salariés. Ça, comment ça se fait? C'est dans votre CRM, dans votre Custom Relationship Management System. Donc, c'est donc votre logiciel qui va gérer les envois vos envois d'email. Ça va potentiellement être lié avec vos logiciels métiers. Et donc, vous allez avoir toutes les informations. Ces personnes-là ont reçu 10 emails, les ont offerts 8 fois. Cette personne-là a acheté pour tant de chiffre d'affaires sur tant de commandes. Cette personne-là a aussi utilisé des codes promo, nous a rapporté aussi des nouveaux clients via des codes promo. Et donc, toutes ces informations-là, vous allez pouvoir les utiliser pour définir votre cible. Et donc, votre message aussi. Définir votre cible, définir votre message, et ensuite, après, vous allez arriver à vos objectifs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Quel message vous voulez véhiculer et à qui? Et le à qui, vous allez vraiment avoir comment est-ce que vous avez segmenté votre base de données. Quelles sont les informations que vous disposez sur vos clients, vos prospects, pour pouvoir justement arriver à vos fins. Donc, par exemple, un petit exemple, pour créer des personas, pour créer des cibles, c'est l'utilisation de l'IA, de l'intelligence artificielle. Donc, avec Gemini, avec ChatGPT, Mistral, ou des choses comme ça, vous allez pouvoir donc rapidement aussi potentiellement connaître, savoir à qui vous allez pouvoir envoyer ce message-là. Donc, pour rappel un petit peu sur les intelligences artificielles, je vous montrerai, j'irai sur Gemini juste après. Comment créer des prompts? Donc les prompts, c'est pour des personas. Donc les personas, je vous rappelle, par représentation semi-fictive de votre client idéal. En général, on en a plusieurs. Donc un prompt, ça va être la requête que l'on va générer, que l'on va écrire auprès de l'agent conversationnel, de l'IA, pour arriver à avoir une réponse. Donc l'idée, c'est on lui donne un rôle. Donc le rôle, c'est tu es un expert marketing dans le domaine du tourisme.
Et ensuite, on va lui donner un exemple. Tu sais identifier des personas pour des établissements et des destinations touristiques. Donc là, on lui demande de nous créer des personas. On va le contextualiser, on va lui donner des informations sur notre entreprise, et ensuite on va lui donner des instructions, pardon, je vais y arriver. Donc en disant voilà, les sujets que vous souhaitez retrouver un petit peu dans la présentation de vos personas. Et ensuite, demander une question. S'il a des questions, qu'est-ce qui lui manque pour bien faire son travail? Et donc là, rapidement, j'ai fait le test, j'ai copié-collé la chose, donc je lui ai fait ça, j'ai donné quelques informations, mes idées du moment. Il m'a demandé quand même quelques informations supplémentaires, mais il m'a créé mes personas. Et moi, je lui ai donc répondu à ces questions, et je lui ai demandé de compléter ou modifier ces 3 personas. Et donc, voilà, bon, il faut juste le vérifier. Le ville d'origine, moi j'ai mis partout en France, il a cru que c'était un endroit. Mais en tout cas, il nous crée de façon rapide vos personas avec les âges, les professions, la situation, ce qu'il cherche, ce qu'il recherche. Et aussi donc son comportement en ligne. Et donc, quand vous allez donc, définir votre persona, dans votre persona, logiquement, voilà, vous donnez son comportement en ligne, ses canaux de communication préférés. Si dans votre persona, vous avez défini qu'il ou elle ouvre des emails de façon régulière, s'inscrit aux newsletters, c'est que vous allez pouvoir à fond communiquer dessus. Si votre persona c'est il s'inscrit aux newsletters parce qu'il le faut, mais ne les ouvre pas forcément tout le temps, mais là vous savez que vous allez pouvoir donc essayer de travailler potentiellement vos objets, des choses comme ça, d'email. Moi, je me sers aussi de l'intelligence artificielle pour potentiellement lui demander aussi des informations sur est-ce que même des exemples, j'ai une idée d'email, est-ce que l'intelligence artificielle peut me faire certains exemples pour m'inspirer? Soit je vais les utiliser, soit j'en prends une partie, soit je vais me dire je suis pas du tout d'accord avec ça. Voilà, je vais aussi me servir de l'IA pour lui demander est-ce que tu peux m'écrire un email par exemple sur ma newsletter de mon entreprise. Ce mois-ci j'ai une vente privée, c'est les soldes dans un mois, est-ce que tu peux m'écrire un email court qui incite à l'action, incite au clic vers mon site internet et vers la conversion. Donc voilà, vous pouvez aujourd'hui vous servir vraiment de l'intelligence artificielle. Merci Pierre-Olivier d'avoir mis le lien effectivement de Gemini. Ça va être assez important aujourd'hui de pouvoir l'utiliser. Vous allez gagner du temps. Et parce que aussi, il y a le recul peut-être qu'il peut avoir selon toutes les données qu'il y a sur Internet, qui peut être pris en compte, que nous, on ne prend pas en compte. Donc, il y a un gain de temps en tout cas en utilisant l'intelligence artificielle pour les emails. Voilà, sur la création des personas, des cibles, le corps de l'email, le titre de l'email qu'on va voir, qui est très important. Voilà, donc tout ça, vous allez pouvoir l'utiliser. Donc voilà, là dans l'exemple aussi, il y a donc à créer un persona donc de Eric, 45 ans, importateur de vin, divorcé, vit à Bruxelles. Voilà, vous donne vraiment un persona qui est assez complet. Après, c'est à vous de le relire, de le mettre en forme éventuellement selon vos attentes pour que vous puissiez mieux le lire. Collecter des emails dans sa base de données. Donc là, on a vu vraiment stratégiquement qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place, à quoi ça allait nous servir. On va voir maintenant comment on va pouvoir collecter ces emails. Je vous ai parlé du RGPD, du règlement des protections des données personnelles. C'est quelque chose qui est aussi à prendre en compte. Aujourd'hui, c'est pour ça que vous avez toujours la petite case, est-ce que vous acceptez de recevoir nos informations, des emails de notre part. Donc en général, il faut cocher. Maintenant, il faut quasiment décocher. Il y a toujours essayer d'utiliser, les entreprises essayent toujours d'utiliser certains biais pour pousser à ce que la base de données s'enrichisse. Donc c'est à double tranchant, selon moi, pas de mentir, mais de transformer un petit peu le message. Par exemple, comme je vous disais, de plus en plus, on a l'habitude normalement de cocher la case pour s'inscrire sur la newsletter, donc on ne le fait pas. Et j'ai remarqué de plus en plus, par exemple, des emails où il fallait justement cocher la case pour dire que l'on ne voulait pas les recevoir.
Alors nous, on est habitué à cocher pour accepter, et là il faut cocher pour désaccepter. Je ne sais pas si, à voir après si à un moment donné ça sera légiféré, puisque ça me paraît un petit peu, voilà, un biais un petit peu malhonnête des fois ou pas, je sais pas, mais en tout cas pas forcément clair pour tout le monde aujourd'hui sur l'acceptation des données. Et d'où la preuve du consentement. On va en parler vraiment d'avoir la preuve d'avoir eu le consentement de la personne pour envoyer des emails. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir récolter des emails? C'est la première étape, donc formulaire ou sondage. Vous faites, voilà, par exemple, soit vous êtes au début de votre projet, soit vous voulez avoir des retours, on en a parlé, en stratégie, c'est une des stratégies, en tout cas, d'avoir des feedbacks, des retours. Donc là, le formulaire ou le sondage, vous savez qui vous l'a rempli, donc vous avez une adresse email. Toute personne qui crée un compte chez vous a forcément associé un email à ce compte-là. Et donc le but, c'est qu'il ait accepté aussi de recevoir vos communications. Les lead magnets. Donc ça, les lead magnets, c'est, comme l'exemple, un livre blanc. C'est un contenu, c'est une stratégie de marketing de contenu que vous allez offrir à vos prospects, à vos clients, en l'échange de leurs contacts. Donc ça, c'est très efficace, c'est vraiment de la stratégie de contenu pure. Et les pop-up promotionnels ou de sortie. Les pop-up, on va avoir des exemples après. C'est des petites fenêtres qui apparaissent, des pop-up, pop-in, qui apparaissent donc sur un site internet avec offre vente exceptionnelle, offre exceptionnelle, bienvenue sur notre site. Il y a aussi donc des jeux concours ou quiz, donc ça c'est par exemple des jeux exceptionnels ou quiz. Je vous montrerai aussi un exemple, j'en ai reçu un justement aujourd'hui ou hier que j'ai trouvé sympa, donc je vous le montrerai aussi. Ça évidemment ça se fait sur tous vos supports de communication, donc ça peut être sur vos comptes sociaux, les livres blancs par exemple sur LinkedIn fonctionnent très bien, donc ça c'est plutôt sur un objectif business to business. Les jeux concours ou quiz fonctionnent très bien sur les réseaux sociaux aussi. D'en parler en tout cas sur les réseaux sociaux, sur votre site internet. Le pop-up, ça va être essentiellement sur votre site internet. Création de compte, après ça se passe sur votre site internet, mais tous les autres canaux de communication sont faits pour au final potentiellement finir sur votre site internet, donc créer du compte, de la conversion. Et formulaire au sondage, pareil, sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux, via des emailing déjà existants, pour pouvoir grossir après, faire de la prescription. Donc voilà quelques idées pour récolter des emails. Après, voilà, si vous participez à des événements, vous pouvez aussi récolter des emails. En lead magnet aussi, donc vous êtes des livres blancs, mais par exemple le webinar, il y a beaucoup de personnes qui les font via Zoom, via Meet, via Livestorm, des choses comme ça, et vous donnez votre email pour être contacté, pour avoir le lien. Et en même temps, très souvent, vous pouvez accepter ou pas de recevoir des communications. Donc voilà, un lead magnet, donc ça c'est un exemple. Donc c'est donc là pour un rapport, c'est une sorte de livre blanc, un rapport détaillé en tout cas. Donc vous arrivez en général sur une landing page, une page d'atterrissage, et le but c'est qu'elle soit bien optimisée pour pouvoir donc justement pousser un petit peu la personne à télécharger le rapport. Et pour télécharger le rapport, il faut donner un email professionnel, un prénom, un nom, une entreprise, une industrie et le poste. On voit que c'est obligatoire. Il y a des informations que vous voulez absolument avoir, en général nom, prénom, email, c'est sûr. En B2B, effectivement, l'entreprise, ça peut être intéressant si vous voulez personnaliser vos appels, vos emails ou des choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, il doit donner ces informations contre votre contenu. Donc ça, c'est quelque chose qui va être important. Et surtout là, par exemple, en B2B, vous savez que votre client, il est précis, il est bien ciblé, il est qualifié. Et donc, il va avoir moins de mal à donner beaucoup d'informations. Sinon, on va voir que demander de façon obligatoire toutes ces informations-là peuvent être aussi un petit peu compliquées. Le pop-up, pop-in aussi, c'est donc cet exemple-là, un tote bag offert en vous inscrivant à notre newsletter. On se dit, ah super, moi je vais recevoir mon tote bag, je vais donner mon adresse email. Ensuite, après, vous pouvez donner les conditions. Moi, j'imagine que toute personne qui donne son adresse mail force de recevoir pas un tote bag, mais par exemple, parce que
Ça, c'est un peu la remarque que je peux avoir, c'est « Ah, mais j'ai l'impression qu'il faut toujours qu'on fasse des codes promo, qu'on fasse des efforts financiers. » Pas forcément, parce que là, vous vous offrez un tote bag, par exemple, et dans l'email de confirmation, justement, « Ah, super, merci de vous être inscrit à votre newsletter. Lors de votre première commande, vous allez recevoir un tote bag. » Et là, c'est pas gratuit non plus. Un code promo, voilà, c'est un client qui vous convertissez, c'est un client qui est plus facile à fidéliser aussi. Donc voilà, il n'y a pas forcément une perte, en tout cas, à faire des codes promo, à faire des offres, en tout cas, intéressantes. Vous allez forcément, à un moment donné, vous y retrouver. Donc là, voilà, c'est un exemple de pop-up, donc un tote bag offert en vous inscrivant à notre newsletter. On donne un petit peu une carotte, un élément de motivation pour s'inscrire. Donc, créer des campagnes email conformes au RGPD, donc règlement de protection des données. Donc, c'est obtenir le consentement de vos contacts. Donc ça, c'est vraiment, comme je vous disais, une petite case à cocher ou à décocher maintenant. Ensuite, être en mesure de prouver le consentement. Donc, par exemple, voilà, avoir la preuve que la personne, donc un email de confirmation. Permettre au contact de se désabonner facilement. Ça, c'est quelque chose qui est obligatoire à chaque bas d'email, d'avoir la possibilité de se désabonner et de façon facile. C'est pas forcément facile sur tous les sites. On essaie toujours de faire un peu de retention. Moi, je déconseille de complexifier le désabonnement, puisqu'un client qui n'arrive pas à se désabonner, c'est un client qui va pas ouvrir vos emails ou qui va vous mettre en spam et donc qui va mettre un petit peu en péril potentiellement la délivrabilité de vos emails. Donc vraiment, déjà c'est obligatoire et ensuite ça vous sera quand même favorable, même si vous perdez un peu de base de données de temps en temps, que ce soit... voilà. Il vaut mieux les laisser partir que de les garder de force. Et faire valoir le droit de vos contacts. Donc potentiellement vous avez donc un référent aux données dans votre entreprise et donc qui connaît un petit peu ce qu'il faut faire avec les contacts, s'ils ont le droit de vous contacter avec une adresse dédiée pour faire valoir leurs droits de rétractation, de suppression ou des choses comme ça. Si vous passez par des tiers ou des prestataires, vérifiez qu'ils sont eux aussi conformes au RGPD. Il y a eu, surtout avec les prestataires d'email, Mailchimp, Brevo et compagnie, il y avait souvent eu des débats sur est-ce qu'ils sont conformes RGPD, puisque est-ce que c'est pas une entreprise européenne, donc est-ce qu'ils gardent leur contact sur les serveurs européens, est-ce que c'est sécurisé ou des choses comme ça. Aujourd'hui, malgré tout, je me dis que s'ils ont le droit aujourd'hui quand même de proposer leur service à l'Union européenne, dans l'Union européenne, c'est qu'ils doivent être conformes au RGPD. Aujourd'hui, il y a quand même des sanctions qui sont assez lourdes, donc j'imagine qu'ils ne sont pas qui sont au courant et qui prennent ça en compte. Mais vérifiez, par exemple, si vous passez sur des prestataires qui sont un petit peu plus petits ou moins connus, potentiellement, voilà, ils ont des petits manquements, donc vérifiez aussi à ça, puisque on peut ensuite vous dire, vous étiez censé être au courant. Donc vérifiez aussi un petit peu ça. Quitte à envoyer un email. Moi, très souvent, j'ai envoyé des emails pour vérifier si la solution était compatible RGPD. Collecte du consentement, avantage double opt-in. Donc ça, je vous en avais un petit peu parlé avant. C'est donc pour proposer à vos clients le double opt-in, une double confirmation d'inscription. Donc là, par exemple, c'était le séquençage de vous donnez votre adresse email, vous vous inscrivez à la newsletter, automatiquement vous recevez un email. Merci de vous être inscrit. Pour confirmer votre inscription, veuillez cliquer sur ce lien. Donc là déjà, on revient sur la stratégie. On arrive à avoir donc un taux d'ouverture plus important puisqu'on leur envoie un email juste avant de confirmation. Et de deux, on a la preuve qu'il a ouvert cet email-là, qu'il a cliqué dessus, donc qu'il a donné son consentement. Donc ça, c'est aussi une preuve. Et aujourd'hui, voilà, si on vous dit « Ah, mais j'avais pas donné mon consentement », nous vous avons envoyé un email tel jour à telle heure où vous avez ouvert et cliqué. Donc, vous aviez donné votre consentement, mais on veut bien vous supprimer si vous voulez éventuellement. Obtenir le meilleur taux d'ouverture et de clic, c'est ce que je vous disais. Et en même temps aussi, ils peuvent attendre cet email-là. Donc, ils vont vérifier dans leur spam. Si votre email arrive malheureusement dans les spams, ils vont essayer de le chercher et ils vont dire ce n'est pas un spam. Et donc, potentiellement, vos prochains emails n'arriveront pas dans les spams aussi.
Donc ça vous permet d'assurer une meilleure délivrabilité. Qu'est-ce qu'on entend par délivrabilité? C'est à la fois donc le fait que les personnes voient l'email, qu'ils n'arrivent pas en spam, qu'ils ne sont pas bloqués, et aussi qu'on ne donne pas une fausse adresse email, puisque avec toutes les adresses temporaires ou des personnes qui n'ont pas de vérification d'email, voilà, moi je peux mettre n'importe quelle adresse email pour télécharger un livre blanc potentiellement. Mais si on me demande, en fait, on m'envoie le livre blanc sur mon email, si j'ai mis un faux email, ça va pas marcher. Et malgré tout, vos emails partent sur ces adresses-là. Et donc chaque email, même si ça coûte pas cher, a un coût. Et donc vous pouvez le limiter si vous vous assurez qu'il y a bien quelqu'un derrière chaque adresse email. Deuxième étape, qualifier votre base de données. Donc ça, je vous en ai aussi un petit peu parlé avec votre cible. Donc quelles sont les données à collecter? Les données personnelles. Nom, prénom, âge, genre, email, téléphone, métier, entreprise, adresse postale, etc. Donc ça, c'est ce qui va être les données personnelles. Il y en a qui sont essentiels pour vous, peut-être le nom, prénom et âge, selon votre activité, ou nom, prénom, ou aussi entreprise, ou zone géographique, si vous voulez personnaliser, si vous êtes, par exemple, vous avez différentes franchises sur des zones particulières pour définir des informations selon, voilà, par exemple, dans le sud-ouest, ouverture d'un nouveau restaurant, pareil à Lille, ou des soldes exceptionnels, ou des, voilà, ça va être basé sur des données personnelles. Et ensuite, après, vous avez les données qui sont propres à ce qui se passe au niveau des interactions avec votre entreprise, donc les données d'action et de ciblage. Donc, par exemple, est-ce que les personnes ont défini des centres d'intérêt? Plus s'ils ont défini des centres d'intérêt, mais vous savez que vous n'allez pas forcément, si quelqu'un parle de sport, de footing, mais potentiellement, et qu'il n'a pas mis football, et que vous êtes une entreprise de sport, vous allez plutôt lui envoyer des emails axés sur donc, tout ce qui va être footing, mais pas du tout football, et vice-versa. Le type d'appareil utilisé, ça c'est important, puisque potentiellement, ça va vous permettre d'optimiser vos emails, donc vos affichages, à quel moment vous devez donner les informations essentielles. Les données d'achat, donc est-ce que c'est un prospect, est-ce que c'est quelqu'un qui fait un premier achat, un 10e achat, etc. Les listes de souhaits, les mises au panier, ou des choses comme ça. Ça, c'est toutes les données d'action et de ciblage que vous allez pouvoir utiliser justement pour essayer vraiment de pousser à l'achat émotionnel. Comment qualifier vos données? Donc, soyez clair sur les informations que vous demandez, expliquez les raisons de votre demande de collecte. C'est, il me semble, une des prérogatives du RGPD, c'est on collecte une donnée uniquement si on en a besoin. Donc, pour ça, on doit expliquer. Voilà, vous demandez la zone géographique parce que on veut vous envoyer des informations qui sont géographiquement adéquates à vos attentes. C'est une raison pour laquelle vous demandez cette donnée-là. Si vous demandez d'autres informations mais que vous expliquez pas forcément pourquoi, ça peut être problématique. Rendez certains champs de données obligatoires et à compléter et valider leur véracité. Donc voilà, ça vous pouvez donc donner des choses obligatoires. Après, plus il y a de champs potentiellement sur votre formulaire, là vous voyez que par exemple, par rapport à celui qu'on a vu précédemment, il y a seulement 4 formulaires, nom, prénom, email et la société. Je pense qu'un email ou un formulaire où il y a moins de champs peut être plus facile à remplir. Potentiellement, nom, prénom, email professionnel obligatoire, mais il y a certaines personnes qui mettront leur société en non obligatoire. Parce qu'il y a certaines personnes, ils savent, qui ne voudront pas communiquer cette information-là. Donc s'ils le veulent, tant mieux, ça va vous permettre d'avoir une donnée supplémentaire, mais il ne faut pas non plus créer des freins à la récupération de la donnée, donc potentiellement rendre aussi, essayer d'alterner entre champ de données obligatoire et facultatif. Troisième étape, segmenter votre base de données. Donc, quels critères utiliser pour segmenter? Donc, les critères sociaux, par poste aussi. Donc, par exemple, vous allez parler différemment à un étudiant qu'effectivement à une mère de famille ou un père de famille, leur situation amoureuse, un propriétaire ou des choses comme ça. Ça va vraiment permettre d'augmenter à fond le taux d'ouverture de vos emails, les critères démographiques et géographiques. Donc ça, c'est ce que je vous disais, par exemple, là, sur la localisation, sur l'âge aussi. Selon les âges, on a des envies
des besoins et des capacités différentes. Les critères comportementaux, donc là, on revient un petit peu à l'utilisation des données d'action et de ciblage. Donc voilà, vous allez pouvoir le segmenter comme ça, et ensuite vous irez faire vos stratégies d'emailing et donc réussir à tout ça. Personnaliser vos messages. Donc, quelles actions pour personnaliser vos emails? Alors, il y a peut-être une époque dans laquelle je ne travaillais pas encore dans le marketing, où peut-être on n'avait pas la capacité de personnaliser des emails. Aujourd'hui, on a la capacité facilement. Vous n'avez pas besoin de compétences spécifiques en développement ou des choses comme ça pour pouvoir le faire. Et vous avez plusieurs possibilités. Moi, j'avoue que ça me fait un petit peu sourire aujourd'hui quand on me dit « Ah, moi, je personnalise vachement mes emails. En fait, ils changent juste le nom et le prénom des emails. » Ok, c'est quelque chose, parce qu'on peut le faire. Par exemple, là, cher Valentin. On peut le faire, ok. C'est bien de le faire, mais on peut faire aussi autre chose. On peut personnaliser l'objet de l'email, personnaliser donc le contenu. Donc avec le nom et le prénom. Si on sait justement que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'acheter, justement on peut lui dire que c'est parce qu'il a beaucoup acheté suite à votre achat de tel produit. Voilà, ça c'est donc de la personnalisation par du contenu dynamique, et ça va vraiment montrer on vous suit, on est derrière vous. On vous permet vraiment d'avancer sur votre projet, par exemple si du sport, de la musique ou des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment de la personnalisation que vous allez pouvoir faire, et ça va pouvoir augmenter vos chances d'avoir de la conversion. Et ensuite, voilà, la dernière action pour personnaliser vos emails, c'est créer des pages de destination dédiées. Donc là, on en revient aux fameuses landing pages. Donc par exemple, là, vous avez des formulaires, là, vous avez des fiches produits. Donc là, vous allez pouvoir les optimiser. On va voir des exemples après. On peut avoir un email qui est le plus beau possible, qui est le plus performant, mais si, pareil, et c'est pareil pour des campagnes de publicité sur les réseaux sociaux ou sur les moteurs de recherche. Vous avez beau avoir la meilleure annonce, le meilleur email possible, si votre page, votre site internet n'est pas optimisé, vous allez avoir difficilement de la conversion. Donc il va falloir aussi l'optimiser le plus possible. Les solutions disponibles pour ça. Donc avant tout, il va falloir choisir son outil. Donc pour choisir son outil, on délimite son besoin. On consulte des tutos et des avis sur YouTube, sur les moteurs de recherche. On regarde un petit peu les conditions du SAV et on demande une démo à l'entreprise. Ou alors, il y a directement, soit on la demande, soit on a directement des périodes d'essai. Pourquoi moi je recommande toujours de le tester, c'est qu'effectivement, voilà, on peut demander des avis à des collègues, à d'autres personnes qui, selon eux, dans leurs besoins précis, cet outil est cohérent. Mais pour vous, peut-être que ce n'est pas votre logique en termes d'ergonomie, ça ne répond pas à vos besoins en termes de volume d'envoi ou des choses comme ça. Donc vraiment, l'idée, c'est de le tester et de voir si ça correspond en tout cas à vos attentes. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi bien délimiter son besoin. Donc les critères de choix, la place de l'emailing dans votre stratégie. Donc si c'est quelque chose qui est très important, vous avez des emails transactionnels, automation, potentiellement un logiciel qui va pouvoir être lié avec votre site, ça peut être quelque chose qui est intéressant. La facilité d'utilisation, la possibilité de personnalisation. Donc ça, c'est vraiment comment vous arrivez à vous l'approprier. Les fonctionnalités techniques, est-ce qu'on peut faire des tests d'email, est-ce qu'on peut faire de l'automatisation, ça c'est voilà. Le volume mensuel de contacts et de mails, puisque donc il y a des solutions qui sont gratuites, en version gratuite, qui sont assez limitées, mais sinon après il y a des versions qui sont payantes. Donc du coup, l'idée est de trouver celui qui correspond le mieux selon votre ratio besoin d'envoi mensuel, prix. Et potentiellement, j'ai même envie de dire de prendre en compte si vous arrivez à un moment donné, parce que votre but c'est d'augmenter votre base de données, d'envoyer plus d'emails en fait en soi, de regarder aussi quel est le plan, les prix d'une gamme supérieure aussi. Est-ce que vous avez à changer ou pas éventuellement de fournisseur d'emails. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'idée pour moi, selon moi en tout cas, des critères de choix. Les solutions à votre disposition, donc ça c'est des sites qui vont vous permettre donc d'envoyer des emails. Il y en a 3 pour moi que j'ai déjà utilisé, c'est Brevo, Mailjet et Mailchimp. Mailchimp et Brevo avant c'était Sendinblue, sont, je trouve, très faciles d'utilisation
et ont des plans gratuits assez intéressants. Mailjet, moi je sais que c'est moins ma logique, mais je sais que j'ai des collègues qui adoraient ça aussi, mais en tout cas qui sont assez faciles d'utilisation en soi. Et après, je connais moins les autres, mais voilà, je sais que Splio est très pertinent, très utilisé, Lemlist aussi vous permet et beaucoup aussi sur des emails voilà, transactionnels, c'est très utile. Donc vous en avez beaucoup. Voilà, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble. Donc par exemple Brevo. Donc comme vous voyez, vous avez différents plans. Donc si vous avez un projet naissant et que vous avez peu d'emails, voilà, vous pouvez essayer 300 emails par jour gratuitement, vous pouvez envoyer. Après, vous savez que si vous payez 19 € par mois, vous pouvez en envoyer 20 000. Donc vous voyez, c'est quand même pas des énormes budgets, 19, 49 €. Si vous avez des produits du chiffre d'affaires qui est généré derrière, c'est pas forcément un problème, mais voilà. Et là, vous pouvez tester, c'est gratuit, c'est une période d'essai sur du long terme et vous pouvez essayer les plans suivants. Pareil sur Mailjet. Donc Mailjet, vous avez différents tarifs aussi. Il y a toujours une version gratuite. Vous voyez, 6 000 emails par mois. Ensuite, 15 000 € email. Donc, on vous demande à chaque fois combien vous voulez envoyer et pour voir un petit peu à combien ça pourrait vous coûter. Vous avez Mailjet, vous avez donc aussi Mailchimp. Donc là, pareil, donc pour vous expliquer, vous avez une version gratuite aussi. Donc là, c'est, je crois, 1000 emails par mois, c'est ça. Donc là, donc là, ça vous permet à chaque fois de vous créer des comptes potentiellement et de faire les tests, de voir si le constructeur d'email, donc en fait, vous avez différents templates, différents modèles d'email, vous allez pouvoir le créer de zéro aussi. Comment est-ce que c'est facile pour vous de créer sur Mailchimp, sur Mailjet, sur Brevo, sur Splio, sur Lemlist ou des choses comme ça. Voilà. De créer des comptes gratuits, ça va vous permettre de les tester, de voir aussi comment est-ce que j'importe mes données, comment je peux lier avec mes autres outils. Voilà, vous allez vraiment pouvoir tester et c'est ça qui est le plus important. Donc, comment rédiger des emails convaincants. Donc là, si vous voulez prendre en photo, je vous laisse 5-10 secondes si vous voulez la prendre en capture d'écran pour retenir un petit peu l'ensemble de ces outils. Et sinon, voilà, travailler un petit peu maintenant comment on rend un email convaincant. Donc, une campagne d'email égale un seul objectif. C'est un peu comme, je sais pas, si vous faites du référencement naturel, un mot-clé principal et ensuite on peut travailler des informations secondaires. Mais sinon, voilà, c'est un objectif. On fait découvrir une nouvelle offre, la promotion d'une nouvelle offre, d'un événement. Ça va être beaucoup plus simple. Si vous commencez à perdre avec beaucoup d'informations, les personnes ne vont pas savoir quoi retenir ou cliquer. Donc c'est ça un petit peu l'idée de un email, une idée. Donc en structure, c'est un petit peu comme un site internet. Vous avez l'entête avec le header, donc ça c'est la première partie, vous pouvez mettre une image. Ensuite, vous avez le corps de l'email. Pardon. Donc le corps de l'email, c'est comme le site internet. On va essayer d'avoir quand même une information principale qui est avant la ligne de flottaison. Donc la ligne de flottaison, c'est la ligne que vous allez pouvoir regarder sans scroller, donc sans naviguer sur votre page. Et ensuite, vous avez votre bas de page, donc vous allez retrouver un petit peu comme votre site internet, le footer avec les liens vers vos réseaux sociaux et surtout les informations légales et la possibilité de se désabonner. C'est là où vous allez pouvoir le retrouver dans chaque email. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est un bon email, c'est le petit bateau où il a de l'information mais qui est bien illustré. Donc on s'y retrouve, c'est bien compartimenté graphiquement, donc c'est un email qui est pertinent. L'objet de l'email, c'est très important, c'est ça qui va vous donner envie de cliquer ou pas sur cet email, si vous avez un petit doute ou des choses comme ça. Il ne doit pas forcément être trop long, comme vous voyez, selon les boîtes mail, les boîtes mail, il y a un nombre de caractères affichés qui est limité. Sur Gmail, c'est 77, sur Outlook, c'est 60. Donc, ce n'est pas le nombre maximum de caractères, c'est le nombre maximum de caractères qui seront affichés d'un côté. Donc, si vous faites quelque chose qui est trop long, ça ne va pas s'afficher, toute l'information ne sera pas divulguée, et donc les gens ne cliqueront pas parce qu'ils ne savent pas exactement ce qui leur attend s'ils cliquent. Donc voilà, personnalisation, cohérence avec le message, objet court, les termes les plus importants en début d'objet. Restez sobre aussi, ça c'est dans votre... alors, pas de majuscule, pas de ponctuation, ça c'est pris en compte sinon par les différentes boîtes mail. Si vous en abusez, vous pouvez vous retrouver facilement en spam.
Par exemple, moi je sais que, alors je les ouvre pas forcément, mais c'est donc Winscribe a un VPN et je sais que genre très souvent je clique dessus alors que je ne suis plus client parce que je trouve je trouve leur objet assez intéressant. Did we go too far? Est-ce qu'on allait trop loin? Donc on a envie de cliquer pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc ils essayent à chaque fois d'essayer d'avoir une touche un petit peu émotionnelle pour nous faire cliquer justement, pour nous dire mais qu'est-ce que cette information. Et donc ça va être assez intéressant. Hier, j'ai reçu donc cet email. Donc c'est une entreprise de chaussures vegan. Voilà, c'est donc très sobre. Alors c'est parce que ils veulent aussi avoir une sobriété aussi écologique, donc je pense que c'est pour ça. Et donc c'est Time to Quiz. Mais oui, j'ai envie de jouer, donc du coup je vais lancer le quiz, je vais regarder. En fait, je vais aller jusqu'au bout, je suis allé jusqu'au bout du quiz. Et tout ça en partant du Time to Quiz. Donc ça, c'est important. Je vous montrerai justement le reste. L'expéditeur. À chaque campagne, son adresse expéditeur. Donc, on n'utilise pas une adresse Gmail, on n'utilise pas une adresse Yahoo ou Outlook. Il faut des noms de domaine parce que sinon, vous allez partir en spam directement. Même aujourd'hui, vous allez pouvoir essayer, hein, si vous vous connectez sur Mailchimp, Mailjet et compagnie, et que vous essayez d'envoyer avec votre Gmail, ils vont vous dire compliqué. Ils vont presque vous créer un alias pour justement éviter d'avoir des emails en spam. Éviter les adresses no reply, parce que les personnes potentiellement ils aiment savoir qu'il y a un humain derrière en fait l'email. Donc voilà, un exemple, Sophie de chez Casino, et on sait exactement qui nous l'a envoyé. Donc il y a une différence entre si c'est un email qui vient du support ou de la boutique ou du newsletter, on sait que c'est différent. On connaît par l'adresse email, on arrive à identifier quel type de message, d'information on va recevoir. La désinscription, donc on n'aime pas ça, les inscriptions, mais il faut leur proposer, comme je vous disais, voilà, on ne va pas les retenir de force, mais potentiellement on peut essayer de les faire changer d'avis en leur demandant mais qu'est-ce qui fait que ils veulent se désinscrire. Est-ce qu'il y a eu trop d'emails? Donc là, dans ces cas-là, soit vous pouvez leur proposer de leur envoyer moins d'emails, ou pour votre stratégie future, pour adapter votre stratégie, vous allez pouvoir donc aussi réduire le nombre d'emails, voir le contenu non pertinent. Est-ce que cette personne-là trouve que le contenu est non pertinent? Donc quel était son persona un petit peu à cette personne-là, et potentiellement tester sur des personas qui sont similaires, un contenu différent, pour voir si on augmente notre taux de clic ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée de demander les raisons de cette désinscription. Le contenu texte, image, vidéo. Donc, on donne l'information la plus importante dès le début de l'email. Donc là, comme je vous dis avec le slip français, la première information, c'est les soldes jusqu'à demain minuit. C'est la première chose qu'on voit. Donc, c'est intéressant. Ensuite, le bouton, voilà, comme je vous disais, avant la ligne de flottaison, avant qu'on puisse commencer notre navigation. Donc voilà, que ça respecte la charte graphique, qui est le logo, qu'on puisse identifier, en tout cas, vraiment votre email, qu'on puisse faire le rapprochement entre votre email et votre site internet. Si vous faites quelque chose de drastiquement différent, ça peut être compliqué de convertir, puisque les gens ne vont pas forcément se souvenir qu'ils ont fait quelque chose avec votre marque, ou ils ne vont pas l'identifier en tout cas. Les appels à l'action, ou call to action, CTA en anglais. Donc placement à un endroit stratégique de la page. Donc ça va être le bouton acheter dès maintenant, plus d'informations, des choses comme ça. Si vous en faites plusieurs, vous allez hiérarchiser votre call to action. Donc, je ne sais pas, par la taille, par exemple, ou par l'ordre, ou la couleur. Ensuite, choisissez soigneusement le verbe d'action. C'est différent si on fait acheter maintenant. Potentiellement, la personne veut plus d'informations avant d'acheter, et donc il va croire que ça va l'engager de cliquer sur ce bouton. Donc, vraiment essayer de travailler un petit peu la sémantique de vos boutons. Les couleurs, on sait que voilà, le rouge en général, ça peut être quelque chose qui dit non, le vert oui, le bleu, c'est des couleurs qui vont être assez réassurantes, et on revient toujours aussi à la même chose, une page de destination pertinente, donc quelque chose qui est optimisé. Et surtout si on me dit, par exemple, je prends l'exemple de l'email sur l'entreprise de chaussures, si on dit découvrez notre nouvelle gamme, et que j'arrive sur la page d'accueil, et que sur la page d'accueil je n'ai pas d'informations dessus, je vais repartir directement.
Alors que si j'arrive vraiment sur une page de présentation de la nouvelle gamme, je vais être quand même plutôt satisfait puisque c'est ce qu'on m'a promis. Donc, il faut que ça soit un petit peu respecté. Donc voilà, créer des pages de destination pertinentes, un titre percutant aussi, une image, on comprend en tout cas où est-ce qu'on est, s'il y a un formulaire, si vous voulez récupérer de la donnée, ou une fiche produit si vous voulez vendre, ou des informations, si c'est un article de blog, un comparateur ou des choses comme ça. Voilà, il faut essayer de l'optimiser, sinon voilà, vous n'allez pas arriver à avoir de la conversion et ce sera assez compliqué en termes de statistiques après à défendre si vous devez rentrer des comptes à un moment donné ou aussi à avoir l'utilité d'une stratégie d'emailing. Et c'est là où on en vient à mesurer vos actions. Qu'est-ce qui est important quand on fait une stratégie d'emailing? Donc, c'est suivre certains KPI. Donc, les KPI ICP en français, indicateurs clés de performance. Donc, principalement, voilà, il y a ceux-là. Donc, on va un petit peu détaillé. Nativement sur les différents logiciels comme Brevo, Mailchimp, Mailjet, Lemlist et tout, on va vous donner vos taux d'ouverture, vos taux de clic, des inscriptions, signalement spam, taux de rebond, etc. Ça, c'est quelque chose qui va être automatique. Les taux de conversion, c'est vous si vous allez traquer le tout, soit via des UTM, là vous allez pouvoir un petit peu avoir des liens traqués, soit sur Google Analytics ou Matomos que vous utilisez. Donc voilà, c'est les principaux qu'on utilise, donc le taux d'ouverture, donc combien de personnes ont ouvert votre email sur le nombre d'envois, le taux de clic, donc c'est le nombre de personnes qui ont cliqué sur des boutons de votre email sur le nombre d'ouvertures. Le taux de conversion, donc c'est le nombre de personnes qui sont arrivées à faire une transaction. Taux de désinscription, le nombre de personnes qui sont désinscrites sur le nombre d'envois. Signalement de spam, ça c'est si votre taux de signalement de spam est haut, il va falloir se poser des questions, on va voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire et essayer de le limiter. Taux de rebond, taux de délivrabilité, donc c'est combien sur 1000 emails, par exemple, sur 100 emails, donc ça sera un pourcentage, on a 95 emails qui sont bien arrivés. Donc, c'est-à-dire qu'on a 5 emails, donc 0,5%, qui 5%, pardon, qui donc sont faux. Donc, potentiellement, on peut supprimer ces adresses aussi, nettoyer sa base de données. Donc voilà, taux de délivrabilité, on va pouvoir nettoyer sa base de données, donc essayer de la garder la plus fraîche possible, la plus cohérente. Ça permet donc d'optimiser ses statistiques, réduire aussi certains coûts, optimiser voilà, son nombre d'envois par mois. Son taux d'ouverture, donc si vous avez un taux d'ouverture qui est important, c'est bien, vous êtes arrivé à un bon objet, à un bon ciblage. Si vous avez un taux d'ouverture qui est faible, potentiellement c'est que votre objet il n'est pas bon. Donc là, vous pouvez repenser. Donc, vous pouvez demander des retours justement à des clients fidèles. Vous pouvez demander à une intelligence artificielle de vous les optimiser. Vous pouvez tester d'autres horaires, c'est-à-dire que si votre taux d'ouverture il est faible, potentiellement vous ne l'envoyez pas le bon jour à la bonne heure. Donc voilà, il y a quelques tests à faire. Le taux de clic, donc si vous avez un faible taux de clic, potentiellement ça veut dire que votre call to action, votre bouton, il n'est pas optimisé, donc changez les couleurs, changez le texte, changez les verbes, pensez à personnaliser aussi votre email. Ça, c'est des informations qu'on va pouvoir en tirer sur le taux de clic. Pareil sur le taux de désabonnement. S'il y en a beaucoup de taux de désabonnement, ça veut dire que peut-être il faut qu'on re-cible un petit peu, qu'on retravaille notre ciblage de notre stratégie ou qu'on réduise un petit peu la fréquence d'envoi parce qu'on va un petit peu saouler les gens aussi potentiellement avec nos emails. On en reçoit énormément. Donc si quelqu'un nous en envoie trop, potentiellement on va se désinscrire à un moment donné. Le taux de conversion, si on a un taux de conversion qui est faible, le taux de conversion, c'est ce que je vous disais, vous avez beau avoir le meilleur email possible, si votre page, votre site internet n'est pas optimisé, ça ne va pas fonctionner. Donc si vous avez un faible taux de conversion, vous allez pouvoir regarder quand même votre email, mais si votre taux de clic est bon, mais pas votre taux de conversion, le problème justement va être sur votre site internet, sur votre page de destination. Donc ça, c'est toutes des informations que vous allez pouvoir retrouver à chaque fois et qui vont vous servir dans votre stratégie d'emailing et même dans votre stratégie globale. Donc voilà, taux de délivrabilité, ouverture, clic, désabonnement, conversion, et le spam, donc c'est les personnes qui ont signalé vos emails comme spam, et en fait on vous donne après un taux de spam, une sorte de score en tout cas, et si plus vous avez de personnes qui vous déclarent en spam, plus vous avez de chances de vous retrouver en spam ou voire bloqué et ne voir vos emails non délivrés.
Donc c'est aussi à éviter. Voilà, donc si vous avez des questions, on arrive un petit peu à la fin, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Il n'y en a pas eu sur le long de cette présentation. Donc j'espère que j'ai été le plus concis possible. Donc voilà, si vous en avez, n'hésitez pas à nous les écrire. Avec Pierre-Olivier, on les consultera. En attendant le temps que vous posez vos questions, je vous rappelle voilà, que sur notre chaîne YouTube, vous allez pouvoir retrouver plein de tutos et de live. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à regarder un petit peu s'il y a des lives qui vous intéressent dans les jours qui suivent. Il y en a quasiment tous les jours, il me semble. Donc voilà, Google l'atelier numérique. Le programme Google Career Certificate, pour rappel, donc via le QR code ou le lien, vous allez pouvoir en bénéficier gratuitement. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant pour vous, vos proches ou vos collaborateurs, de pouvoir vous former sur les supports informatiques, design de l'expérience utilisateur, management de projet, analyse de données, cybersécurité. Voilà, ça prend entre 110 heures et 210 à 200 heures. Il me semble que la plus importante, c'est la plus longue, c'est le design de l'expérience utilisateur, parce qu'on va travailler sur des logiciels type Figma et donc qui prennent un petit peu plus de temps. Voilà, en tout cas, vous avez une licence gratuite jusqu'à la fin de l'année, donc n'hésitez pas à en bénéficier. Pour rappel aussi, si vous voulez bénéficier d'un coaching personnalisé ou appeler la hotline, donc c'est du lundi au vendredi de 9h à 13h au 01 76 21 52 00. Vous pouvez aussi nous envoyer un email à ateliernumérique@google.com. Voilà. Si vous voulez donc suivre un petit peu nos actualités aussi, voir les différentes formations, vous avez le QR code ou le lien vers notre site internet qui vous répertoriera un petit peu le tout. Donc s'il n'y a toujours pas de questions, écoutez, on va pouvoir mettre un petit peu, on va pouvoir finaliser ce live. Donc voilà, bénéficier d'un coaching aussi sur l'intelligence artificielle. Si vous avez des questions, on a parlé très rapidement de d'IA et ChatGPT, Gemini. Si vous voulez un petit peu savoir comment on peut optimiser leur utilisation, c'est aussi des sujets sur lesquels on peut vous accompagner. Et donc n'hésitez pas à nous appeler à ce niveau-là. Pas de questions, voilà. Si vous voulez notre enquête de satisfaction aussi. Mais s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir. Je vais rester encore une minute ou deux, et puis on va terminer le live. Merci Pierre-Olivier, et puis pour les liens et les messages, et puis je vous souhaite donc une bonne journée. Au revoir.